Bonjour Robert, Bonjour Lucie. ça va bien? Oui, ça va bien, ça va toujours bien quand je te parle. On Quand on vient, est bien entouré, hein, on se dit entouré, c'est parce qu'on est connecté. On n'est pas entouré, mais notre monde se dilate actuellement. Hein? on se rejoint à travers les émotions, à travers l'énergie, puis aujourd'hui, on veut en mettre de l'énergie et de l'émotion à travers notre échange. Alors, on va parler d'impermanence, puis on va parler de joie, de bonheur, puis on voulait commencer avec une belle chanson. Alors, je te laisse Très beau. partager ton écran. Oui, avec plaisir. Alors voilà. I see trees of green, red roses too. I watch them bloom for me and for you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies blue, clouds white, bright blessed day, then the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, "How do you do?" They're really saying, "I love you." I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, "How do you do?" They're really saying, "I love you." I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Oh, yes. Ah, moi, ça me fait pleurer. C'est vrai, qu'est-ce qui vient de chercher comme ça? Ah mon Dieu. Je vois les enfants. Les enfants, pour moi, c'est la joie, tu sais. Puis je pense à ce qu'on fait aux enfants. Ça me touche tellement. Tu sais, la première fois que j'ai pris la parole, c'est parce que je trouvais qu'on allait trop loin, là, tu sais. Les enfants ne sont pas touchés là-dedans, puis on veut les toucher. Ils ne sont pas touchés par la maladie, mais ils sont touchés par les mesures. Puis
les embarquer là-dedans, leur dire qu'ils peuvent tuer leurs grands-parents quasiment, là, livrer ces messages-là dans l'école, les messages de peur. Tu sais. En tout cas, ça me touche. Quand tu touches les enfants, tu me touches. Tu sais, c'est comme, je me dis, touchez pas aux enfants. Puis là, ils sont en train de demander de faire la vaccination pour les 0-5 ans, là, Pfizer, là, ils n'en ont pas assez. Comprends-tu? C'est comme, je trouve ça, là, d'une agressivité sans nom. C'est comme d'une inconscience. Moi, je dis la solution est dans la conscience. T'sais. Et puis la conscience, tu ne peux pas enlever ça. Tu peux enlever la liberté à certaines personnes, la liberté extérieure. Je ne peux plus aller à SAQ. Comprends-tu? C'est pas ça qui me touche, moi. Parce qu'il y a des choses, ils peuvent m'enlever ceci, cela. La conscience, ils ne peuvent pas t'enlever ça. Quand tu as décidé d'être conscient, puis ta vie intérieure, ta vie spirituelle, c'est un bon temps pour ceux qui n'ont pas nourri cet aspect-là, cette dimension-là, de voir qu'autour de nous autres, parce qu'on va se parler de ça, de la beauté, puis la beauté, on a vu un exemple, là, la beauté de la voix humaine, la beauté du mouvement, la beauté des enfants, tu sais. Et puis la beauté d'être ensemble, tu sais, d'être ensemble dans la joie, dans la confiance, dans l'allégresse, tu sais. Puis de voir comment, ensemble, quand on a un beau projet, puis juste mettre de la joie dans le monde. C'est tellement essentiel de ne pas avoir juste des comptables qui s'occupent de nous autres, puis des docteurs qui nous alertent, il y a un danger ici, il y a un danger là, un risque, tu sais, c'est comme, si, mon mec, allez voir un psychologue, toute la gang, sacrément, vous en avez besoin, là, tu sais, ça urge les gens qui... On se fait diriger par des peureux, par des angoissés, par des obsessifs compulsifs, des malades mentaux, là, des mégalomanes, des control freaks. Puis où est la joie dans tout ça? T'sais? On veut d'une vie où tout est prévisible, tout est organisé, tout est clean, il n'y a pas de chaos nulle part, il n'y a pas de mouvement, tout va bien, là, tout est confortable. Mais non, la vie, c'est pas ça, c'est confort, inconfort. Il faut sortir de notre zone de confort régulièrement si on veut grandir, si on veut vivre une vie pas juste dans le confort, mais dans le cocon. Il faut sortir de l'utérus à un moment donné pour arriver dans ce monde-là. Dire, hey, wow, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça le regard de l'enfant qui naît. Là, c'est comme... Qu'est-ce que c'est ça? Ils sont là, devant. Ils ne sont pas comme Arruda, là, tu sais. Arruda, il y a des virus, là. Ils sont là, l'ennemi est partout, est invisible. Au lieu de voir la beauté de la vie, au lieu de voir tout le miracle de la vie, tu comprends comment tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qu'on veut faire avec toi? On veut te faire peur? Puis là, dire, nous autres, on va prendre soin de vous autres, on va vous sauver. Nous autres, les docteurs, on va vous sauver. Vous ne sauverez rien. Un jour ou l'autre, on va arriver entre quatre planches, tout le monde, là, ou dans un trou, peu importe, là, notre vie avec ce corps physique-là va s'achever. Puis c'est ça l'impermanence. L'impermanence, c'est ça. Quand je te parle d'impermanence, Lucie, de quoi je te parle? Qu'est-ce que tu entends à toi? Ben, c'est ça que j'avais envie de t'entendre. J'avais envie de t'entendre d'abord parce que tu dis, je t'ai posé la question de quoi as-tu envie de parler? Tu me dis de l'impermanence. Je veux vraiment savoir ce qu'il y a dans ta tête quand tu en parles. Ben oui, mais toi. On ne reste pas permanent. C'est adieu au devoir, mais c'est adieu au devoir. Francine Pelletier. Oui, j'ai vu ça justement. Hey, c'est drôle. Je lisais ça. C'est un exemple d'impermanence. Ça fait je ne sais pas combien d'années qu'elle est là. Puis là, elle a écrit un article que j'ai trouvé intéressant. Enfin, c'est comme... Puis le lendemain, 24 heures plus tard, tu vois, elle a parlé de quelque chose. Oh, ça fait peur à du monde, là. Ouais, puis là, l'éditeur en chef est venu corriger. Là. Ah, non, tu as dit des affaires. Là, puis notre auditoire a été scandalisé de ce que tu as dit. Ah oui. C'est pas des maudites farces, là. Ça veut dire. Puis là, on a rectifié. Puis moi, je l'ai lu, l'article. J'avais quelques petits correctifs peut-être à dire, mais c'est pas ça qui est important.
c'est d'ouvrir le débat, c'est d'avoir accès à sa parole, de dire qu'est-ce qui se passe quand c'est moi qui regarde. Pas quand je me fais programmer à regarder ceci ou cela. Quand moi, je regarde, j'observe ce qui se passe. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'observe? Puis j'en parle. Puis là, ça, oh, faut pas que tu parles de ça, là. Faut pas que tu induises ceci ou cela. Faut pas que tu doutes, faut pas que tu induises du doute dans la tête du monde. C'est que c'est ça, cette affaire-là. Tu sais, la vérité est toujours multiforme. Regarde pas ça juste sous ton angle, regarde ça avec un autre angle, l'angle de quelqu'un d'autre, ça va enrichir ton regard. Ah, j'avais pas vu ça, regardons ça, c'est intéressant. Tu sais, c'est comme... Et qu'est-ce qui fait qu'on marche avec des jeans tellement si serrés? J'ai l'impression. C'est les gens qui sont très anxieux, qui ont très peur, qui cherchent à contrôler leur environnement. Alors, ce que tu dis là, c'est la démonstration que du côté des éditeurs, par exemple, il y a une grande peur, un grand contrôle qui est voulu. Et qu'est-ce que ça fait, ce grand contrôle-là? Hein? Je ne sais pas si tu te rappelles quand on vivait dans un... C'est drôle. C'est drôle ce que je vais dire parce que j'ai l'impression qu'on revient dans un contexte qui était tellement autoritaire quand on était très jeune avec la religion. Puis là, on retombe dedans. Puis qu'est-ce qui arrive après? Bien, il y a un désir de libération. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, il se passe tout à la fois. Tout à la fois, c'est-à-dire le contrôle, les méfaits. Les méfaits, parce que tu parles du tort qu'on fait aux enfants. Tout ce qu'on pourrait raconter sur ce qui est absurde, ce qui est malsain, ce qui est toxique, ce qui est méchant même. Puis d'un autre côté, il se passe quelque chose d'extraordinaire au Québec, entre autres, avec ce convoi-là à Ottawa, qui va être à Québec tantôt, avec des gens qui chantent, qui dansent, qui prennent soin les uns des autres. Mais c'est extraordinaire. Oui. Puis tu disais tout à l'heure, le regard. Ça dépend ce qu'on regarde. C'est vraiment ça. Est-ce que tu passes ton temps à regarder? C'est sûr qu'il faut être conscient du tort qu'on fait en ce moment à la société, à certaines personnes, les enfants en tant que les personnes âgées, entre autres, les commerçants, les jeunes. Il faut être conscient de ça. Et comment on s'en sort? C'est en proposant ou en vivant autre chose. J'ai l'impression qu'on est poussé à sortir de l'absurde en ce moment. Puis le chant, je trouve ça tellement cocasse. On est synchro, comme on dit, parce que tu as mis cette chanson-là. Puis moi, ce matin, parce qu'en Suède, on est déjà l'après-midi. Chez toi, c'est le matin. Ouais. Mais ce matin, je me suis dit, j'ai besoin de musique. Et j'ai mis Ave Maria. Moi, cette chanson-là, elle vient me chercher, toujours. L'Ave Maria. Cette musique, même chose. Moi, l'Ave Maria, je ne peux pas écouter ça sans pleurer. Comprends-tu? Je peux pas. Demande-moi même pas ça, là. À un moment donné, on était sur le Saguenay, là, et puis on regardait les baleines, là, et puis ils ont mis la musique. On était dans un fjord, là, tu sais. Ils ont mis la musique L'Ave Maria. Je me rappelle de ce moment-là. Tu sais. T'as pleuré. Ça m'a parlé, on me met à voir. C'est un moment de grâce. Hein? Ça vient nous chercher à l'intérieur. La mer, hein? Moi aussi, je pensais, mais pourquoi ça vient nous chercher comme ça, la mer? Rendre hommage à la mer, à la terre. Ouais. Respecter ce respect-là qu'on a perdu de vue en ce moment. Mais en même temps, c'est ça, encore une fois, c'est comme ça nous pousse à retrouver le respect pour la mer, la terre, pour les autres et le chant. Moi, au début de cette crise, j'ai réalisé, c'était trop évident pour moi parce que, comme tu sais, je me suis intéressée au bonheur. Et il y avait éradiqué tout le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est chanter ensemble, c'est danser, c'est fêter, c'est se rencontrer, c'est jouer. Il y avait tout éliminé ça. Pour moi, c'était trop évident. Il y avait dû consulter des gens qui s'intéressaient au bonheur en se demandant qu'est-ce qu'on peut enlever pour créer un chaos, pour créer le désespoir, l'impuissance chez les gens, puis on réussit. Et là, ce que je vois, c'est tellement beau, c'est qu'on n'attend plus rien de ces politiciens-là qui sont malades, comme tu dis, et on recrée ensemble ce qui nous permet de survivre, de passer à travers cette crise parce qu'à mon sens, il faut être patient,
Il faut être patient, ça va durer un certain temps, puis à un moment donné, ça va s'autodétruire par soi-même. Ce système-là va s'autodétruire. Et qu'est-ce qui va revivre? Ce qu'on avait peut-être laissé de côté, parce qu'on travaillait trop, parce qu'on était préoccupé d'avoir assez d'argent, d'avoir un statut, toutes sortes de préoccupations et de divertissement. Puis là, on est en train de faire revivre ça. C'est-tu pas beau? Mais en même temps, c'est les deux. J'ai l'impression qu'on vit ça, puis on peut fluctuer aussi dans nos états d'âme, hein, nos états d'être. Ah oui, Et à travers ça, fluctuer, c'est quoi? Fluctuer, c'est la vie. c'est exactement ça. C'est en train d'écouter une série sur Spotify là, de Thich Nhat Hanh, The Way Out is In. T'sais. Moi, j'aime beaucoup ça, la pensée zen, parce que c'est pas le bonheur, il coexiste tout le temps avec le confort puis l'inconfort, dans le fond. Puis on a une quête de confort dans notre vie, on souhaite avoir un siège confortable, une relation confortable. Il dit, une relation saine, c'est une relation où ça frotte. Des fois, ça se rapproche, des fois, ça s'éloigne, des fois, ça frotte. Il y a des conflits, il y a un homme et une femme qui vivent, deux personnes qui sont différentes, un père et un enfant, ça frotte, hein, parce que les besoins des uns et les besoins des autres ne sont pas les mêmes. Ça nous rend, ça nous développe, mais ce n'est pas juste confortable. Il faut arrêter de penser que le bonheur, c'est le confort, c'est le plaisir. Le bonheur, c'est... En lien avec ça, yin et yang, c'est ça, on a découvert dans les recherches sur le bonheur que le bonheur, c'est le contraste. C'est de passer d'un moment qui est, bon, inconfortable, insatisfaisant, banal, à quelque chose qui nous allume, qui contraste avec ce qui précède. Et c'est là qu'on vit le bonheur ou le malheur, d'ailleurs, c'est les contrastes. Les contrastes et puis accepter les vagues, accepter que des fois on est sur la crête, puis des fois on est dans le creux. Puis il y a une fluctuation. Et l'impermanence, c'est ça. Hein? À un moment donné, on joue un rôle, puis à un moment donné, on joue un autre rôle. Un de mes garçons, il travaillait pour Desjardins. Bon, il est rendu à la ville de Montréal, tu sais. Ça faisait 3 ans qu'il était avec Desjardins, là, tu sais, mais c'est ça. Puis quand tu considères toute chose comme impermanente, il y a quelque chose de miraculeux qui se passe et que tu arrêtes de résister puis de vouloir tout contrôler la patente, là, et tu acceptes de danser avec la vie. Là, tu sais, des fois, on a de l'espace dans nos vies, on voyage, puis là, oups, pour moi, les voyages sont arrêtés. Là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont arrêtés définitivement. Mais là, ils sont arrêtés. C'est quoi? C'est l'occasion de revenir à l'intérieur de soi, puis de dire de quoi tu as besoin pour être heureux, Robert. C'est quoi? Si tu es dépendant du voyage pour être heureux, tu vas juste être en colère parce que tu n'y arriveras pas. Peux-tu te libérer et dire, voir avec des yeux neufs la même réalité? Et puis, c'est ça le travail qu'on essaie de faire en pleine conscience, c'est celui-là. C'est d'être neuf à chaque moment. Puis l'impermanence nous invite à dire, tu pourrais ne plus être ici. Hein? Tu aurais pu faire, je ne sais pas quoi, un ACV durant la nuit. Tu sais, le docteur Béliveau, Denis Béliveau, il était chirurgien à Maisonneuve-Rosemont. Et puis, j'ai joué au hockey avec lui. Imagine-toi, 2 Béliveau qui jouent au hockey en même temps. Il n'était pas très bon, puis moi non plus. C'était pas dans la famille, pas cette famille-là. Contrairement à Jean Béliveau, qui était pas mal meilleur que nous autres. Et puis, il s'est couché une nuit, puis le lendemain, il ne s'est pas réveillé. Alors, il est mort. Il est mort comme ça, mais c'est une belle mort, Martin, peut-être en faisant un rêve érotique, je le sais-tu, moi. Un jour, tu lui demanderas. L'histoire ne le dit pas. Mais l'impermanence, c'est ça. Et quand on se réveille le matin, puis qu'on est conscient qu'on pourrait ne plus être là, mais qu'on est là, puis qu'on dispose, Thich Nhat Hanh nous dit ça, 24 heures toutes nouvelles s'offrent à soi. Et c'est là que la vie doit se passer. Pas dans mes petits plans. On avait un plan de se rencontrer, mais là, il faut être dans le moment, dans le miracle de la rencontre, le miracle de ce qui se déploie en nous, autour de nous, entre nous. Et puis, si on est là tout le temps avec cet esprit neuf, cette femme-là, je ne la connais pas.
pas complètement, tu sais. L'idée que tu te fais de ta mère, c'est pas ta mère. L'idée que tu te fais de Lucie, c'est pas Lucie. L'idée que tu te fais de Robert, c'est pas Robert. Il y a plein de gens qui avaient une idée de moi. Je suis juste bienveillant. Puis là, puis je le suis aussi, là. Mais ils ne sont pas habitués de voir un Robert qui, des fois, se dresse, se lève, va dénoncer ceci, va dire, oups, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce que vous faites là, ça génère de la souffrance inutile. C'est pas ça, vivre. Vous nous embarquez dans un carcan là, parce que vous êtes encarcanés, vous autres, vous-même, vous n'êtes pas libre. Vous êtes figé dans un rôle de politicien, de maître du monde, de je sais quoi, une idée surfaite de qui vous êtes, un gros égo. Vous avez bien du fric, donc vous pouvez jouer avec votre fric, puis manipuler le monde, puis contrôler les démiurges, tu sais, slack à la vis, chose. Vous faites comme tout le monde, faites pipi, puis caca vous autres aussi. Puis vous en rendez-vous compte comment vous êtes bien, puis on est bien quand on est conscient. Même quand on fait pipi, Thich Nhat Hanh nous dit pisser en pleine conscience. Peu importe la tâche, peu importe ce que vous faites, là, c'est ça qu'il nous dit constamment. Soyez présent à ce que vous faites. Puis il faut être privé de cette capacité-là pour réaliser à quel point on est... C'est précieux. C'est précieux. Tout est précieux. Et puis le travail, c'est de s'en rendre compte. C'est très pertinent ce que tu racontes parce que en ce moment, il se passe les deux, je le rappelle, c'est qu'il y a une diversion telle. Une diversion, c'est-à-dire que ça nous amène en dehors de l'ici maintenant, là. On est toujours à se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer du côté des politiciens, des journalistes, de la résistance. Notre regard est fixé là-dessus. On est dans la tête en train de réfléchir à ce qui n'est pas en ce moment, ce qui sera, ce qui a été. Et le bonheur, c'est justement de savoir prendre une distance de tout ça. C'est sûr qu'on a besoin de comprendre. Moi, c'est ce que je vois. On a tous besoin de comprendre parce que c'est l'absurdité en ce moment. Alors, on a besoin de comprendre, mais on a aussi besoin d'apprendre à être dans l'ici maintenant. Je me faisais la remarque très souvent, en fait, ces jours-ci, comment on est un miracle. Ma mère disait ça juste avant de mourir. Lucie, un miracle. Puis je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Elle avait une démence. Mais je commence à comprendre que peut-être qu'elle voyait à ce moment-là des choses que moi, je commence à voir. Notre corps est un miracle. La vie est un miracle. Le dessin intelligent dans lequel on fait partie, c'est un miracle. Et quand tu prends la peine juste de respirer, sentir ta respiration, ton cœur qui bat, regarder ton corps, le toucher. Moi, j'en viens pas. C'est ça, être ici maintenant. Puis quand on est là, je crois qu'on ne peut pas ne pas être heureux. Je crois que le sentiment d'être malheureux, il vient avec nos pensées et l'interprétation qu'on fait des situations. Le bonheur, quand tu es dans l'action, quand tu es dans l'ici maintenant, c'est très difficile d'être malheureux. C'est un truc. Puis quand tu es dans l'action, surtout une action où tu donnes à l'autre, tu te sens utile, tu te sens, on se disait ça avant de commencer, tu sens que tu fais la différence parce que tu apportes quelque chose à l'autre, comme toutes ces personnes qui sont venues applaudir sur les viaducs avec des drapeaux, qui sont venues donner des muffins à manger, réchauffer, danser, cette solidarité-là, pendant qu'on est là-dedans, on est dans le bonheur. Puis qu'est-ce qui arrive qui est si important? C'est qu'on se rend compte que ce n'est pas seulement sur un plan matériel, ce qui se passe, c'est sur un autre plan qu'on ne comprend pas parce qu'on était tellement divertis, on ne comprend pas beaucoup. Mais quand moi, je suis heureuse, quand tu es heureux, Robert, quand tu souris à l'autre, quand tu regardes des enfants puis tu souris, cette énergie, ce bonheur, cette gratitude, principalement la gratitude. Moi, je suis consciente que quand je suis en gratitude reconnaissante, il se passe quelque chose sur un plan immatériel. Ah oui, tout à fait. Tu sais, quand la pratique de la conscience, la pratique de la pleine conscience ou la présence attentive, qu'on appelle ça comme on veut, moi, j'aime bien la présence attentive plutôt que la pleine conscience. Okay. On utilise beaucoup mindfulness, on a traduit ça par la pleine conscience.
Et puis le miracle de la pleine conscience. Mais je pense que on peut arriver là, mais moi, j'ai pas cette aspiration-là, j'y arriverai pas. Et puis, juste être en chemin, pour moi, ça me suffit. Juste savoir que je suis en route. Et puis, des fois je reviens dans mes vieilles habitudes d'être tiré vers l'arrière, d'être tiré vers l'avant, plutôt que d'être ici. Juste être ici. Ici, maintenant. Qu'est-ce qui se passe, le miracle de la vie? Là, c'est comme être présent à ce qui se passe, être présent aux petits-enfants, puis être disponible quand on est là, quand on est ensemble, dans leur énergie à eux autres, puis dans leur vitalité, leur vibrance, là, la découverte du monde, de regarder le monde avec des yeux neufs. C'est extraordinaire, tu sais, de voir un enfant mon petit-fils, tu sais, il est entouré de bébelles parce que ses parents, ils ont trop d'argent. Et puis, ils travaillent tous les deux, ont tous les deux un bon salaire, et puis, ils ne savent pas quoi faire pour le rendre heureux. Mais lui, à un moment donné, on était, Chantal puis moi, avec lui, dans un parc. Puis, il était assis à nos pieds, et puis, il a passé, 20 minutes, une demi-heure. Moi, je l'observais. Puis, il jouait avec un bâton, puis du sable, tu sais. Puis, il regardait ça, là, tu sais, puis il a passé une demi-heure à jouer avec rien. Il n'y avait rien. Mais pour lui, il était dans le moment présent, il était dans la découverte. Comment ça marche, cette patente-là? Tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Regardons ça, il y a une branche, là, puis... Tu sais, lui, ça y suffit, là. Tu sais, mais on l'entoure, on l'enterre des fois, là. Ouais. Et peut-être qu'on empêche puis on devient dépendant justement d'un nouveau camion qu'on vient de recevoir pour être heureux. Je suis. J'ai une babelle, je suis heureux. J'ai un cadeau, je suis heureux. Puis on apprend à être bien parce qu'on a, au lieu d'avoir parce qu'on est. T'sais? Alors, tout le travail qu'on a à faire, c'est se libérer de ça. Là. Dire, je ne suis pas heureux parce que j'ai une clémentine. J'ai une clémentine, mais je suis heureux d'être en contact avec ce miracle qui s'appelle une clémentine. On faisait dans les ateliers que j'animais la méditation de la clémentine. Là. Et puis, c'est nono, hein? Parce que c'est revoir ça avec des yeux neufs. Et un fruit. Hey, mais puis tu peux peut-être, on peut l'expliquer, l'exercice. Ben, tu peux l'expliquer, puis je veux te dire, parce que même si ce n'est pas un exercice, cette semaine, j'avais une clémentine, justement, ou une orange, puis je la regardais, puis mon Dieu, que je trouvais ça extraordinaire. Parce que quand tu prends la peine, tu sais, habituellement, on mange, puis on se soucie guère de ce qu'on mange. Mais c'est extraordinaire comment c'est fait. Avec chaque portion, puis à l'intérieur de chaque portion, il y a des filaments. Quand on enlève la peau, c'est pur. Et c'est gorgé de fruits, de jus. C'est tout plein, puis ça se trouve dans la nature. J'étais vraiment en contemplation. Je suis en contemplation. Alors, l'exercice qu'on peut faire avec un raisin ou aussi avec n'importe quoi qui se mange, qui se met dans la bouche, veux-tu le décrire un peu pour ceux qui voudraient l'essayer? Ah oui, écoute, c'est un exercice très simple. C'est toujours cultiver encore une fois l'esprit neuf. Tu sais? Faire comme si on arrivait pour la première fois, on arrive d'une autre planète, puis on tombe là-dessus. Puis on regarde ça d'abord avec nos sens, avec tous nos sens. Tu sais? Et puis là, on observe ça. Tu sais, comme ça a un certain poids. Tiens, regardons ça, c'est lumineux. La lumière se réfléchit là-dessus. Regarde, on réalise, il y a un ombilic. Hein? Lui aussi, il y a un nombril. Regardons ça, il y a un nombril, il était accroché à quelque chose, lui aussi, comme les autres. On a un nombril, on ne vient pas de nulle part. On était attaché à quelque chose, puis à un moment donné, puis là, tu sais, on regarde ça d'abord avec les sens. Puis là, est-ce que ça sent quelque chose? Y a-tu un bruit là-dedans, tu sais? Et puis, quand tu as un raisin, tu peux prendre ton raisin. Regardons ça. Ça craque. Là. Je parle d'un vieux raisin. Je ne parle pas d'un raisin frais, là, mais d'un raisin... Un raisin sec. Un raisin sec.
tu peux le faire, puis tu entends des bruits, un petit craquement dans tes oreilles. Tu entends. Quel miracle d'entendre. Tu sais, c'est comme essayer de voir ça donc avec un regard neuf. Je pourrais te parler longtemps de cette histoire-là. Puis là, mais moi, j'échange quand j'anime, j'échange. Qu'est-ce que vous voyez? Puis non, ça, c'est rond. Ça a un certain poids. Ça fit bien dans la main. Hein? Tu sais, ça va tellement bien dans la main. Et puis, il y a une certaine fraîcheur quand tu promènes ça sur la peau. Il y a une certaine fraîcheur. Ça fait du bien. Ça sent, mais pas tant que ça. Puis quand tu commences à éplucher, oups, les odeurs arrivent. Puis là, en même temps, tu salives. Et puis, fait qu'on observe avec nos sens pour commencer. Après ça, avec nos connaissances. Puis là, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ah, bien, ça vient du Maroc. Ah, ben oui, ça vient du Maroc. Puis qu'est-ce que tu vois à part de ça, là-dedans? Ben, il y a du monde qui ont transporté ça, là. C'est pas arrivé ici par hasard. Alors, il y a plein de monde, pour avoir ça dans nos mains, il y a plein de monde qui ont travaillé fort. Il y a des gens qui ont négocié les prix, qui se sont entendus avec les gens du Maroc. Il y a les gens qui ont cueilli, il y a les gens qui ont emballé, il y a les gens qui ont transporté. Est-ce que vous voyez la lumière? Est-ce que vous voyez le soleil là-dedans? Est-ce que vous voyez la pluie là-dedans? Pas de pluie, pas de clémentine. T'sais. Il faut qu'il y ait... on voit à travers cette expérience-là, là, il y en a qui vont parler de vitamine C, tiens, le scorbut, à l'époque où on n'avait pas ça, puis les gens traversaient l'océan, ils étaient pognés avec du scorbut, les gencives le saignaient, puis tout ça, il manquait de vitamine C. Alors, on peut parler de la vitamine, puis on peut parler de comment c'est bon pour la santé, puis etc., etc. Donc, on peut parler du Père Clément. Je ne connaissais pas le Père Clément, mais ça vient de là, le mot clémentine. Il y a quelqu'un qui m'a enseigné ça. Hein, vous ne connaissez pas le Père Clément? Ben oui, il n'y avait rien à foutre. C'est un père, tu sais, que si tu veux, il n'y a pas d'enfant, puis un frère religieux, il n'y a pas de femme, puis pas d'enfant. Fait qu'il y a du temps pour faire d'autres affaires. Fait que là, il a croisé deux agrumes, puis ça a donné la clémentine. OK. Ça a donné. C'est le Père Clément qui était à bord de ça. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça une clémentine. Je ne savais pas ça. Alors, à travers juste une petite affaire comme ça, le monde est là. Le monde entier se retrouve dans une clémentine. Et puis là, après ça, tu regardes ça avec tes sens. Puis, puis là, tu vas ouvrir ta clémentine. Et puis, tout de suite, les odeurs. Puis, tu te mets à saliver. Et tu te mets, regardons ça. Le corps réagit à son environnement. Il est connecté avec l'environnement. Et puis, il a appris à saliver. Et puis là, on voit tout le... Hein? C'est extraordinaire comment c'est fait. Puis ce fruit-là représente aussi un paquet de choses dans l'univers qui a la même forme, par exemple. Ça nous enseigne, ça nous amène à poser des questions, à se poser des questions pour comprendre l'origine de la Terre, dans quel monde on vit. C'est un exercice qui est super pour se ramener dans l'ici présent. Oui, puis que derrière, puis à un moment donné, je donnais une conférence à des sœurs, des religieuses, pour la gestion du stress. Moi, je vais donner une conférence à des religieux de la gestion du stress. Je devrais être dans la salle, puis vous venez me donner une conférence, vous venez partager là, tout ce que vous savez. Puis dans l'intermission, on a fait l'exercice de la clémentine. Et puis, il y a une sœur, elle a m'a posé la question pendant qu'on était ensemble. Là, il y avait pas mal de monde, peut-être 200 personnes là, dans la salle. 200-300 sœurs. Il en reste encore quelques-unes au Québec. Et puis, il y en a une qui est venue me dire, le docteur a dit, qu'est-ce qu'on fait quand notre clémentine est sûre? Qu'est-ce que tu fais avec une clémentine sûre? C'est une question, j'ai dit, c'est une maudite bonne question. Quand tu enlèves, la plure est belle, là, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière la plure. C'est comme des fois, l'enveloppe est très belle. Puis là, tu rentres en contact avec la saveur. Ce n'est pas tout à fait la saveur que tu voulais. C'est pas tout à fait ça à quoi tu t'attendais. Je me dis, c'est une question très profonde.
Tu te maries, là, Hmm. tu sais pas trop le fruit, tu n'as pas goûté au fruit encore, là, tu sais, à sa saveur, tu sais. Tu t'es fait pogner par la pleure, là, tu sais. Puis, à un moment donné, tu as une perception d'une personne, c'est pas la personne. Tu tombes en amour, mais tu n'es pas encore en amour. Être en amour, c'est aimer ce qu'on rencontre. C'est pas dire ça fit-tu avec le modèle que je m'étais fait. Mhm. C'est comme. Alors, tu sais, on parle Il de faut. Clémentine, là, mais alors, je disais, c'est une question très profonde. Il y en a qui vont décider de savourer ce qu'il y a, puis d'accepter que ce n'est pas tout à fait ce que je. Puis qui vont s'en contenter, puis être très satisfaits. Puis il y en a d'autres qui vont dire ah, écoute bien, c'est pas ça que ça goûte, ça devrait goûter une clémentine, ça devrait être plus sucré que ça fait que je vais aller m'en chercher un autre. Tu sais, ça parle tu sais, les choix qu'on a, le choix qu'on a comme humain. Alors, la conscience, ça va partout. Là. C'est fascinant. Là. C'est fascinant parce que aussi c'est un bon exemple que chaque objet, chaque chose peut nous apprendre tout. À partir de chaque chose, chaque événement, chaque objet, chaque personne, on peut tout apprendre. On peut tout vivre aussi. Tu sais, parfois, dans mon domaine, les gens me demandaient, mais qu'est-ce qui est la bonne réponse, la mauvaise réponse? Qu'est-ce qui est la bonne chose à faire, la moins bonne chose à faire? Il n'y en a pas de réponse. C'est toujours face à ce que tu vis, quelle est ton interprétation, ton expérience de cette chose-là qui te permet d'évoluer, de devenir une meilleure personne, de faire des choix. Alors, on n'a pas trop à se poser de questions vers où, par exemple, on devrait aller, ce qu'on devrait faire. Ce que je pense, c'est que la vie nous offre bien des occasions d'apprendre, de vivre une belle expérience. Oui, puis que derrière l'apparence, il y a quelque chose d'essentiel qui se cache aussi. Derrière l'apparence, derrière la pluie, derrière le symptôme. Moi, j'ai fait ça avec des docteurs. Tu sais. Et puis, what's the point? Pourquoi tu fais ça avec des docteurs? Attention, là. C'est juste dire, il y a le regard superficiel, puis il y a le regard profond. Le regard superficiel, ça dit, bon, il y a 5 symptômes sur 7. Donc, voilà, ça rentre dans une case, ça s'appelle, voilà, dans le DSM 4, 5, 6, je ne sais pas combien qui sont rendus. Là. Il y a une catégorie diagnostique pour ça. Tu sais, ça peut être une façon de voir, c'est la pleure. Si on voit le symptôme, on ne voit pas l'individu, on ne voit pas la substance, on ne voit pas qu'est-ce qui se cache, le contexte dans lequel la personne vit, ses ressources, ses aspirations. Ça va loin. L'idée, ce n'est pas d'apprendre à manger une clémentine, c'est d'apprendre à avoir un regard neuf sur cette réalité complexe qui est devant nous, ce miracle qui est devant nous, cette personne qui n'est pas juste ses symptômes, qui a des ressources, qui a des aspirations, qui a un besoin de croître, pas d'être diagnostiqué puis traité, mais de grandir, d'apprendre, de devenir la personne riche, de s'approprier sa richesse, son pouvoir. Comme là, on n'a pas de pouvoir depuis 1 an et quelques. Là. Enfin, on a des pouvoirs. On a. Le pouvoir d'attitude, le pouvoir de découvrir d'autres choses. Mais il y a plein de gens ils sont juste dans la frustration. Oui, c'est ce que tu disais tantôt, c'est à redécouvrir ton pouvoir. Tu l'as dit tantôt, tu as dit, j'ai perdu la possibilité de voyager et je redécouvre, je te formulerais en disant, je redécouvre mon réel pouvoir, le réel pouvoir que j'ai sur ma vie. De générer du bonheur, par exemple. Si temporairement, cette source de bonheur, elle n'est pas là, quelles sont les sources actuelles? Les sources actuelles, on les avait mis de côté depuis un bon bout de temps. On avait mis de côté la vie communautaire, la solidarité, les vraies rencontres, l'authenticité, la bienveillance. On avait tout mis ça de côté, puis on s'appuyait sur le fait que je vais être heureux si j'ai assez d'argent, si je me paie une nouvelle voiture, si je vais au cinéma, si je m'achète une bouteille de vin. Tout ça est mis de côté, puis nous permet de redécouvrir quelque chose de nouveau et peut-être de plus. Tu parles d'impermanence. J'aimerais ça qu'on vienne là-dessus parce que pour moi, il y a aussi ce qui est superficiel et ce qui est profond, comme tu l'as dit tantôt. Il y a bien des plaisirs superficiels, mais il y a des bonheurs profonds aussi. Dans l'impermanence, il y a peut-être quelque chose de réel, de vrai, de permanent.
L'esprit, l'âme, par exemple, les liens. Je vais te dire aussi, pour continuer avec ma Clémentine, parce que ce n'est pas fini. Moi, Okay. j'invitais les gens à observer, à ressentir, à séparer un segment. Là, tu sais, regarde, il y a des segments. C'est tout lié, puis en même temps, c'est séparé, c'est distinct. Je dis, c'est ça la réalité. On est tous différents, on est tous distincts, mais on est connectés, on est liés. T'sais. Et ça on n'est pas séparés. Quand on a l'illusion de on est séparés, c'est une illusion. On est toujours connectés, liés à notre passé, à l'avenir, aux autres, à tout ce qui nous entoure. Après ça, l'idée, c'était, je disais aux gens, prenez un segment entre le pouce et l'index. Vous allez voir, très peu de gens vont écraser ça. Le corps sait parfaitement comment tenir ça pour ne pas l'écraser, pour ne pas l'échapper. Avec quel. Et puis, tu sais, après ça, on se ferme les yeux. Et puis, j'invite les gens très doucement à amener ça entre les lèvres. Tu sais, très doucement. Et puis, il y a très peu de gens, même les yeux fermés, qui vont se mettre ça dans le nez ou dans une oreille. On va emmener ça à bonne place. Entre les deux. Entre les deux lèvres, je dis, croquez pas tout de suite. Puis là, bon, il y en a-tu qui s'énervent, là? Tu sais, il va-tu se fermer la gueule puis nous permettre de manger? Observez en dedans de vous, là, tu sais, l'avidité, observez ça. Comment vous avez envie de, tu sais, il y a comme un désir. Puis quand il y a un désir, il y a une tension. Ah, tu sais, c'est comment, tu sais, quelque chose de minuscule. Tout est là, tout est là. Et c'est le miracle de la conscience. Et ça, tout de suite, la vie s'ouvre. On devient curieux de l'expérience, d'une petite expérience, ça nous éveille, ça nous révèle quelque chose d'inédit, quelque chose, tu sais, comme là, on a l'occasion, on se rend compte, on jase. Mais pour des gens, ça peut être, oups, ping, il y a quelque chose qui vient. C'est l'étincelle d'autres expériences. Tu es en train de réapprendre aux gens à faire l'expérience de la vie à travers cette clémentine-là. Et quelque chose qui est reproduisible à chaque fois que tu rencontres une nouvelle chose, une nouvelle personne, un nouvel événement, d'être vraiment curieux, de plonger là-dedans. Moi, quand j'y pense, c'est on a une vie. On a passé de notre vie pour faire toutes ces belles expériences-là. Puis, Thich Nhat Hanh, c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit, ce qui est important, ce n'est pas le nombre de jours qu'on vit. C'est comment on les vit. Tu vois? Alors là, pour notre gouvernement, ce qu'il nous dit, c'est le nombre de jours il ne faut pas mourir. On oublie de vivre entre-temps. On met la vie entre parenthèses ou on nous dit rencontrez-vous pas, c'est dangereux, là. C'est dangereux, là. Puis vous ne le savez pas, mais il y a des asymptomatiques, des présymptomatiques. La science vient, au lieu de nous aider à voir le miracle de la vie, vient nous faire peur. Ouais. Puis là, on a peur, puis là, eux autres connaissent ça, nous autres, on ne connaît pas ça. Eux autres, c'est des experts, nous autres, on n'est pas des experts. On va les écouter, ils savent, puis nous autres, on ne sait pas. Mais peut-être qu'ils sont ignorants de la façon de vivre, de la bonne façon de vivre. Peut-être ces gens-là, ils n'ont pas joui depuis des années d'une clémentine, d'une rencontre, qui passent leur vie à gérer la vie, à gérer les émotions, à gérer les autres, à se gérer plutôt que rencontrer le miracle de la vie. Tu comprends? Qui on écoute? Ben oui, qui on écoute? Il y a d'autres personnes qui s'expriment en ce moment, qui sont eux aussi des experts, des spécialistes, mais il y a aussi monsieur, madame, tout le monde qui ont l'expérience de leur propre vie. Ce que je trouve tellement beau de ce temps-ci, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui s'expriment. Il n'y a pas seulement, évidemment, les journalistes puis le gouvernement, mais et pas seulement des spécialistes, mais il y a une personne qui vient de se redécouvrir, qui vient de faire une action, puis qui est fière de cette action-là, qui vient de vivre une nouvelle relation.
Et ces gens-là s'expriment au fur et à mesure. Tu disais tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, que les gens craignent de parler et juste le fait de parler ensemble, de s'écouter, c'est déjà, c'est quelque chose. C'est le contraste, on n'avait pas le droit de parler. Puis là, on recommence à prendre le droit, de se donner le droit de parler. Que chaque voix est précieuse. Chaque voix est précieuse. Puis ce qui se passe en ce moment par rapport au gouvernement, moi, je suis consciente qu'il y a des intentions derrière ces décisions qui sont prises. Et sur la base de l'idée que c'est temporaire, ça fait 2 ans qu'on nous dit c'est temporaire, ça va être 28 jours, ça ne sera pas long, on va s'en sortir. Mais sur cette base-là, ce qu'ils cherchent à faire, c'est créer l'habitude. L'habitude de l'absence de contact, l'habitude du masque, l'habitude de certaines idées comme d'être paranoïaque, c'est ça, de craindre la maladie au point d'arrêter de vivre. Et le miracle de la vie, il est là quand même parce que je vois bien que des gens n'embarquent pas là-dedans. Ici, comme au Québec, je vois les gens écouter ce narratif-là. Au départ, le respecter, puis après, ils oublient tout ça. Je ne sais pas si tu remarques ça. Les gens, bon, pour la forme, ils disent non, on doit rester à 2 mètres. Puis 5 minutes après, ils sont à côté de toi, puis ils te montrent des choses sur leur téléphone. Le naturel s'en va pas, le naturel revient au galop, puis tant mieux. Cette habitude-là, je crois qu'il y a une minorité qui va la prendre, mais la majorité ne changera pas l'humanité en eux, même s'il semble y avoir une intention, un désir de ça. Ouais. Oui, puis moi, je pense que le miracle est dans la rencontre et dans le lien. Et c'est ça, on est des êtres de lien, les humains. On apprend les uns des autres, les uns avec les autres. Puis on n'est pas les premiers qui arrivons sur la planète. C'est comme, il y en a eu qui nous ont précédés, là, puis qui ont écrit des choses sur la façon d'aborder la vie, les philosophes, les stoïciens, etc. Là, tous ceux qui sont dit comment on fait pour mieux vivre. Marc Aurèle, qui était l'empereur, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il réfléchissait à la vie, pas juste à son rôle, mais comment je fais pour être heureux dans un monde ou dans ce monde-là où je suis écrasé par la responsabilité d'être l'empereur, l'empereur Marc Aurèle. C'est un des grands stoïciens, il a écrit là-dessus des pensées. C'est miraculeux aussi quand on se donne l'occasion de réfléchir puis de s'exposer. Hein. Thich Nhat Hanh, il dit, qu'est-ce qu'on arrose? Quelle graine on arrose? Faire un arrosage sélectif, de réaliser que dans une télévision, choisis ton poste. Ouais. Choisis ton poste. À quoi tu t'exposes? À quelque chose de troublant, quelque chose de quoi tu as besoin là? J'ai besoin peut-être de lumière, d'écouter une chanson comme on a écouté ce matin au départ. Quelque chose qui nous remet dans le miracle de la vie, le miracle, tu sais. Quand tu dis « How do you do? » Tu sais, comment tu te sens? Dans le fond, ce qu'il veut te dire, c'est « I love you. » C'est « Je t'aime. Je t'aime. » C'est ça le message profond qu'il faut entendre. C'est le message d'amour, puis un humain, ça carbure à l'amour. Exact. C'est comme ça, c'est notre fuel, c'est le gaz. Là, tout le monde sait ça. Là. Tout le monde qui est tombé en amour à un moment donné, ça te transforme, ça te transfigure. Il y a comme... C'est ça. On recherche tous ça, qui est à la base de toute consultation en psychologie. On en arrive toujours à ça. C'est recevoir, par exemple, un regard bienveillant, un regard d'une personne qui t'aime inconditionnellement. On est tous à la recherche de ça. Et à travers cette crise qu'on vit, je crois qu'on se dirige vers ça. Je crois qu'on se dirige vers un amour universel qui est porté par le peuple, par les gens, à l'encontre, par exemple, de la haine qu'on veut susciter, qu'on veut engendrer entre les gens. Tout à l'heure, on disait que dans le convoi à Ottawa, ce qui est vraiment palpable, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens vaccinés et non vaccinés qui sont ensemble, qui cessent d'embarquer dans ce discours de division.
C'est-tu pas extraordinaire, ça? Les bons, les méchants, les corrects, les pas corrects, ceux qui font partie de ma gang, ceux qui ne font pas partie de ma gang. Moi, je ne suis pas vacciné, je ne suis pas capable de m'entendre. Oui, j'ai des enfants vaccinés, puis je les aime pareil. J'ai des amis vaccinés, je les aime pareil. Pourquoi ils nous rejetteraient? Ah. Si on a Parce fait que c'est sur la base d'une idée, on a acheté une idée, puis là, la population est capable une partie de la population est capable de prendre une distance par rapport à ce narratif-là, puis réaliser que ce qui nous unit, c'est qu'on souffre tous de ces mesures dites sanitaires qui perdurent éternellement, puis qu'on veut s'en sortir, puis que l'Omicron, c'est pas grand-chose. On partage ça. Une des façons de sortir de la division, c'est de parler davantage de ce qu'on partage que de ce qui nous différencie. Puis pour l'instant, on peut mettre ça de côté parce que ça ne repose que sur un narratif, sur une histoire qui est racontée. Est-ce que, à ton avis, on a touché assez l'impermanence? Parce que tu avais ce désir-là qu'on en parle, puis je veux répondre à ce désir. Oui, moi, je pense que c'est ça, je pense qu'il faut voir. Là, tu sais. Quand je vois quelqu'un qui met un terme à ses jours, ça arrive, hein? Ça arrive. Souvent, à base de ça, il y a comme la vie ne peut être que ça. C'est qu'on a oublié l'impermanence. L'impermanence, c'est pas juste quand tu es là, profite-en parce que ça ne durera pas. Là, fait que là, tu te mets à angoisser plutôt que de dire ça ne durera pas, puis parce que ça ne durera pas éternellement, savoure ce moment, savoure cet instant. Il y a quelqu'un qui disait Even in Kyoto, I long for Kyoto. Même quand je suis à Kyoto, je m'ennuie de Kyoto parce que je sais que je ne serai pas ici tout le temps. Là. Tu comprends? Ouais. Cette connaissance qu'on a de l'impermanence peut nous foutre dans le trouble, comme ça peut nous aider à savourer. La vie n'est pas éternelle. Savoure-la. Savoure chaque instant. Pour moi, c'est ça la bonne attitude. Puis, accroche-toi pas à rien. C'est comme, parce que ça va changer. Puis, si tu t'accroches, hein, tu sais, les zen, ils disent, the glass is already broken. OK. Le verre est déjà brisé. Ils ne partent pas avec l'idée que le verre est permanent. Il est brisé. Il va se briser un jour ou l'autre. Un jour, ta job, ça va être de ramasser les pièces. Parce que tu vas l'échapper ou ton fils va l'échapper ou quelqu'un va tu comprends? Ça va tomber sur une surface dure qui ne sera pas capable. Bon, alors, ramasse les pièces. Un jour, il va falloir que tu ramasses les pièces. Et ça rend heureux de savoir qu'il n'est pas déjà brisé. Je peux en profiter encore. C'est ça. Puis tu sais, c'est moi qui disais ça à mes enfants. The glass is already broken. Tu sais, quand tu étais petit, il échappait le verre de lait. Tu sais, à un moment donné, quand est-ce que ça va s'échapper? Qui va échapper son verre de lait? Il y en avait toujours un. C'était sûr. C'était sûr qu'il était pour un verre de lait ou un verre d'eau qui était pour. On s'en attendait, on le savait, tu sais, que c'était pour arriver. Puis parce qu'on est dans l'acceptation plutôt que dans échapper pas au verre de lait, on rigolait à ce moment-là. Tu sais, puis les enfants disaient The glass is already broken, hein, papa? Et puis, attention, il y a un risque avec ça parce que ça peut être le risque de la négligence. Hein? Parce qu'il est déjà brisé, que si tu veux, on s'en fout, mais paf, paf, paf. Non. Parce que tu sais qu'il est impermanent, il faut aussi que tu en prennes soin. Il faut aussi que tu sais, faut que tu fasses attention à ce que tu fais. Alors, il y a toujours un danger dans chaque idée. Puisque la relation est impermanente, qu'elle va péter un jour, je ne m'attacherai pas à cette personne-là, je ne l'aimerai pas. Comme ça, quand elle va mourir, j'aurai moins mal. Mais ayez mal. Vivez intensément, puis acceptez d'avoir mal un jour ou l'autre. Acceptez vos larmes, acceptez le processus. Je vois quelqu'un qui s'est investi dans son boulot, puis qu'à un moment donné, pour une raison contextuelle, perd son boulot. Elle a perdu son Francine Pelletier, a perdu sa job de chroniqueuse au devoir. Ouais. Voilà. C'est un deuil, c'est l'impermanence. C'est d'abord un deuil, puis ça va être une renaissance.
aussi. Exactement, parce que l'impermanence, ça s'applique dans différents contextes, puis à différents niveaux aussi. Je crois que ce qu'on vit en ce moment, c'est le deuil d'une réalité qu'on a connue, on s'est adapté, puis on y a même attribué certains plaisirs. Puis c'est un grand deuil, puis je crois que les gens résistent dans ce deuil-là parce qu'ils n'ont pas encore une idée de ce qu'il y aura si ce n'est pas cet univers-là. Alors, et souvent, quand je travaillais avec les gens, une des façons de les aider à passer à travers un moment plus difficile, c'est justement cette idée-là de l'impermanence, de savoir que ça va finir par passer. Tout finit par passer. Ouais. C'est vrai. Même les saisons, j'imagine ça un peu comme un hiver. Après l'hiver, il y a le printemps. Puis c'est la même chose. Puis on ne pourrait pas s'attacher à un printemps, par exemple, puis dire non, on ne veut pas d'hiver. La vie, c'est ça. Alors, comme tu dis, de se détacher, c'est une libération. Je pense que c'est le deuil et l'épreuve de la libération qu'on vit en ce moment. Et quand on réussit à se libérer, puis à ne plus vivre cette tension-là dont tu parles, c'est une tension de retenir, de s'accrocher à cette réalité-là. Quand on vit la libération, c'est un bonheur incroyable. C'est un bonheur, puis c'est une reconstruction possible aussi. Puis on est en démarche, on est dans une période de transition en ce moment. Mais je vois comment les gens s'accrochent. C'est comme, c'est un deuil, c'est comme de perdre une personne qu'on aime. On perd des privilèges, on perd une vie, on perd une façon de voir les choses. Tout ça, mais c'est une construction. Puis on se rend compte seulement après que c'était une construction. On pense que c'est la réalité, on confond ça à la réalité. Alors, c'est vrai. Hein? C'est le miracle de la vie. Hein? C'est la vie qui se renouvelle. Il y a les naissances, il y a les morts. On voudrait se battre contre notre mortalité. C'est un cadeau, la mortalité. C'est un cadeau de savoir qu'on est... Si on était éternel, il n'y aurait plus de savoir. Non, mais tu sais, ça serait un drame. On est déjà fous raides, là, les humains. Là. On accumule de l'argent comme si on était pour des milliards. Il y a des milliardaires. L'idée qu'un milliardaire, ça existe, tu dis, il faut être complètement débile pour être milliardaire. Il faut être vraiment psychopathe. Là. Laisse aller ça, donne-en la chose. Là. Il y en a plein de monde, tu n'as pas besoin de tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Tu as juste un estomac rempli. Arrêtez-vous, là, arrêtez-vous, c'est assez. Là, c'est comme... Mais l'idée, selon plus c'est mieux, c'est insatiable. C'est insatiable. Il faut arriver avec j'en ai assez. Oui, just enough. Just enough, just enough. Toute la notion d'enoughness, là, assez. C'est un beau mot, c'est le mot libérateur. Arrêtez de penser que plus c'est mieux. Assez, c'est mieux. Assez. Et puis apprendre à vivre avec, puis à aimer ce qu'on... C'est pas s'accommoder d'un petit, j'ai aucune ambition, la vie c'est parce que je suis né pour un petit pain. Puis, si tu apprends à aimer ton petit pain, c'est libérateur. Tu n'as pas besoin de quelque chose de miraculeux. Diogène là, qui vivait avec rien, puis qu'à un moment donné, il y avait un bol, puis il voyait un enfant qui était capable de prendre de l'eau dans le puits, puis boire avec ses mains. Il dit, mais pourquoi je me promène avec mon bol? Il a pété son bol. Il a dit, je me libère. Cet enfant-là est bien plus intelligent que moi. Regarde-le, lui, il n'a pas besoin d'être... Ça fait une affaire de moins à laver, ça fait une affaire de moins à transporter. À transporter. Je crois que les gens ont besoin qu'on leur donne la permission de penser que just enough, c'est OK. Parce qu'on leur a dit depuis si longtemps que plus c'est mieux. Il y a comme, ça fait partie du jugement. Je n'ai pas de valeur si je ne vise pas d'avoir plus. Et si je me contente de peu, j'associe ma valeur à ça. Et la permission que j'entends là, de ta bouche, c'est vous pouvez viser avoir juste enough, juste assez, puis vous êtes une bonne personne. Vous avez une valeur personnelle. Oui. D'ailleurs, quand les gens se rencontrent, là, on se ramasse à Ottawa. Moi, je ne suis pas allé. Mon plus vieux, il est allé. Il dit, papa, il dit, c'est historique là, ce qui se passe.
J'ai dit, vas-y, enjoy, tu sais. C'est comme t'es jeune, puis il faisait moins 30, là, en tout cas, il faisait froid en chien. Mais il était là, puis il a rencontré des truckers, puis il leur resserré à la main, puis tu sais, c'est comme... C'est quelque chose. Il y a quelque chose de miraculeux, on redevient humain. Ils ne feront pas des robots avec nous. Mais... Essayez même pas. Vous autres, vous êtes robotisés. Nous autres, on ne se laissera pas robotiser. Moi, je ne me laisserai pas robotiser. Je vais m'humaniser, puis je vais essayer d'humaniser les gens autour de moi. Acceptez votre vulnérabilité, acceptez votre fragilité, acceptez que quand on est en amour, on est à la fois solide et fragile. C'est ça qui se passe en ce moment. Puis c'est chaque humain qui était là à Ottawa, qui regardait ça, qui ont applaudi sur les viaducs. Chaque humain est en train de réapprendre à être un humain. Ouais. C'est la chance qu'on a. Oui, ton gars a raison de dire que c'est historique. Je pense qu'il n'est pas tout seul à le réaliser. Ben oui, puis qu'en bout de ligne, tu sais, que tu sois un anglophone, un francophone, vacciné, pas vacciné, on a tous besoin de respect les uns les autres. Puis de se voir au-delà de la pleure, qui peut être je suis comme ceci, je suis identifié. Laissez-vous pas enfermer dans le regard de l'autre. Le regard de l'autre, il peut vous amputer de quelque chose d'essentiel. Tu sais. Trouvez des regards qui sont nourrissants, des gens qui sont capables de voir pas juste le malade, mais de voir aussi, mais c'est ça que tu as fait, toi, dans ta job. Moi, c'est ça que j'ai essayé de faire avec les patients qui venaient me voir. C'est d'arrêter d'être des patients puis de devenir des humains qui assumons notre vulnérabilité et puis qui traversons un petit peu mieux les crises inévitables qui vont arriver dans la vie. Puis là, on est en train d'en vivre une sociétale. Alors, c'est sociétal et personnel. C'est ça personnel aussi. C'est vrai, parce que je crois qu'on ne peut pas traverser cette épreuve-là sans changer un peu, chacun d'entre nous, sans évoluer chacun d'entre nous. Puis émaner, tant physiquement, il y en a qui perdent leur job, qui se redéfinissent, il y en a qui quittent des relations, qui redéfinissent d'autres relations, qui se questionnent eux-mêmes, puis reconstruire sur une autre base. Ouais. Écoute, je termine, on va terminer ça. Oui. Hein? Moi, il y a une histoire, tu as dû l'entendre 1000 fois, là, ou en tout cas, moi, je l'ai raconté 1000 fois, l'histoire du vieux Chinois, puis son cheval blanc, puis son fils de 18 ans. Ah, vas-y, vas-y, sûrement. Mais... Tout le monde, tous les voisins disaient hey, t'as un fils, c'est pour un Chinois avoir un fils. C'était la joie suprême. Tu sais. Okay. Et puis un cheval blanc qui était le seul cheval blanc qu'il y avait dans le royaume. Mais l'empereur, convoitait son cheval blanc. Et puis, il promettait, parce que c'est un empereur qui était respectueux de ses sujets, il promettait une fortune pour pouvoir avoir le cheval blanc de ce monsieur-là. Okay. Et puis, ses voisins disaient, vends-le, tu vas avoir une maison somptueuse, des repas les plus savoureux, tout le reste de ta vie. Alors, il dit, c'est mon ami, on ne vend pas un ami. Quelques jours plus tard, puis les voisins s'en vont, bizarre le vieux Chinois. Quelques jours plus tard, il n'y a plus de cheval dans l'enclos. Son cheval n'est plus là. Les voisins reviennent voir mon vieux Chinois. Quelle catastrophe! Ah oui, je sais. Plus ton cheval dans l'enclos. Il dit, les amis, la réalité, c'est qu'il n'y a plus de cheval dans l'enclos. C'est une bonne affaire, une mauvaise affaire? Peut-être que oui, peut-être que non. Who knows? Qui sait qu'il sait si c'est une bonne ou une mauvaise affaire? Les voisins repartent chez eux. Bizarre, le vieux Chinois. Quelques jours plus tard, le cheval revient suite à ses pérégrinations avec 4 chevaux sauvages. Le voilà rendu avec 5 chevaux dans l'enclos. Les voisins viennent voir et disent hey, t'avais bien raison. Quelle bonne affaire, t'as le rendu avec 5 chevaux. Il dit les amis, il y a 5 chevaux dans l'enclos. C'est une bonne affaire, une mauvaise affaire? Peut-être que oui, peut-être que non. On verra bien. Et puis après ça,
c'est l'impermanence. Hein. Après ça, les voisins repartent et puis son fils unique de 18 ans abat sur un des chevaux sauvages pour l'apprivoiser, tombe en bas du cheval, se fracture le fémur. Là, les voisins qui reviennent, « T'avais bien raison, quelle catastrophe, ton fils unique avec une fracture du fémur, et il va être éclopé pour la vie. » Il dit, « Mon fils a une fracture du fémur. C'est une bonne affaire, une mauvaise affaire? Peut-être que oui, peut-être que non. Vous arrêtez pas de juger. Arrêtez donc de juger les faits. Les faits. Les faits sont, il y a une fracture. On ne sait pas. De fait, l'empereur décide, les voisins repartent. Il est vraiment curieux, le vieux Chinois. Les voisins repartent. L'empereur décide de recruter tous les jeunes de 18 ans pour les envoyer au front. Il est voué à une mort certaine, puis il est sauvé de la mort grâce à sa fracture. Les voisins reviennent voir. On peut continuer de même longtemps, tu comprends? L'idée étant toujours que devant un changement, peu importe le changement, il y a une première réaction, c'est la peur, l'attachement, et puis le refus de la réalité. Si on arrêtait juste de juger. Tu sais, moi, j'ai divorcé à 30 ans, ça a été une catastrophe. C'était un échec pour moi. Puis si j'avais su que c'était pour mener à la relation que j'ai avec Chantal, j'aurais passé ça comme du beurre dans la poêle. Et je n'avais pas le recul du temps. Alors, j'étais dans le jugement, c'est un échec, c'est épouvantable. Je n'ai pas réussi ce qui était le plus important pour moi. Je ne suis pas bon. C'est vrai que je n'étais pas bon, mais je suis devenu meilleur. Il a fallu que je m'améliore ma capacité de communiquer plus efficacement, puis moins me retenir, être plus expressif, plus accueillant de ce que l'autre a. Tu sais, c'est comme, j'avais plein d'affaires à changer pour améliorer le produit. Là, tu sais. Et puis, ça a été une occasion de transformation. J'ai lu des tonnes de livres sur l'amour, sur l'amour engageant. En tout cas, limite, là, tu sais, c'est comme, ce qui nous arrive, ce n'est pas important, c'est ce qu'on fait avec. Souvent, je la connaissais l'histoire, mais ça ne se passe pas en Asie. C'est la même histoire qui se passe ailleurs. Ben oui, c'est ça. Moi, souvent, face au malheur, les gens qui passent à travers des moments très, très difficiles, souvent finissent par dire que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. On ne le sait pas. On ne le sait pas. On ne sait pas. Mais là, Stephen Levine, c'est un enseignant de méditation. Il a écrit un livre. Ça s'appelle One Year to Live. Il a écrit aussi A Gradual Awakening. C'est un éveil graduel. Mais il a constaté que les gens, il a suivi des gens là, en fin de vie, il a constaté que la dernière année de vie, là, les gens, ils vivent ça avec une intensité inhabituelle. Ils voient les oiseaux voler, puis se poser sur une branche. Mais c'est un miracle. Observez ça, un oiseau, là. Puis, il va passer entre les branches. Il se pète pas la gueule, là. Puis, il va arriver juste à la branche. Puis... C'est extraordinaire. Tu sais. Il dit, il a fallu que je sois quasiment assuré de ma mort, que j'arrête de piler de l'argent là, pour mes vieux jours, là, que là, je me permette de vivre. Oui, c'est souvent ça qui arrive, oui. Fait qu'il y a des gens qui disent, mon cancer, c'est là que j'ai commencé à vivre, quand j'ai su que j'étais mortel. Ben, sache-le tout de suite. Tu sais. Et puis, vivons mieux cette journée. C'est ça le message de fond. C'est pas compliqué. L'impermanence nous invite à vivre avec intensité, présence. Puis il faut s'entraîner pour ça, à l'arrêt. Devenir bien quand on est arrêté. C'est tellement quelque chose de facile à faire. On pourra s'en reparler de ça. Merci, Robert. Merci infiniment, Robert, d'être présent ici maintenant, puis d'accompagner les gens au Québec qui traversent des moments qui ne sont pas toujours faciles, mais parfois qui sont merveilleux, miraculeux. Merci beaucoup. Il y a des miracles partout. Alors, sachons accueillir, puis sachons devenir aussi ce miracle-là. On l'est. On est un miracle, puis honorer le miracle de chaque personne qui est le produit de rencontres. Tu sais. Essayons de trouver des personnes qui nous aident à devenir, à grandir, qui nous font confiance, qui nous révèlent aussi.
qui révèlent des choses importantes. Les choses importantes. Puis, c'est pas moi, c'est pas toi, là, c'est n'importe qui, c'est un livre, c'est un film, c'est un enfant. C'est partout. Il y a des gens pour nous éveiller, pour nous reconnecter avec le miracle de cette vie-là, pour bien la vivre. Voilà. Bien dit, pour conclure. Merci, Robert. À la Merci prochaine. À la prochaine, bien sûr. Et puis, bonne journée. Oui.